Bonjour, je suis Nicolas Jaudoin, neurologue à l'unité des troubles du mouvement André Barbeau du CHUM. C'est avec plaisir que j'ai accepté la présidence d'honneur du programme Marcher sous la pluie, une série de conférences organisées par Parkinson Québec dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie de Parkinson. Le but de ce programme est de promouvoir le pouvoir d'agir des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Monsieur Nicolas Carbonneau est pharmacien et est grandement impliqué au sein de la communauté Parkinson au Québec. Il fera une présentation sur les médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson. J'espère que ces conférences sauront vous plaire et répondront à vos questions. Je vous souhaite une bonne écoute. La dopamine, qui est l'information importante à retenir pour beaucoup de choses que je vais vous expliquer aujourd'hui, au niveau du mécanisme de la plupart des médicaments dont on va parler. Okay? Donc, la dopamine à retenir parce que, à la étape suivante, on va voir que le traitement, à quoi va servir le traitement selon vous? Okay? Le traitement, malheureusement, il ne sert pas à guérir. Il ne va pas servir non plus à ralentir la progression de la maladie, bien qu'on fasse beaucoup de recherches à essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Par contre, il va améliorer la qualité de vie et il va servir à soulager les symptômes, les tremblements, les raideurs et la lenteur des mouvements. Okay? Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que les médicaments, là je parle du traitement de médicaments, on va travailler à soulager. Okay? Il existe des opérations. Je ne vais pas aborder le sujet de la chirurgie aujourd'hui. Si vous avez des questions à ce sujet-là, moi, ce n'est pas ma spécialité. Donc, je viens vous parler des médicaments, principalement des effets secondaires et comment on peut démystifier tout ça. Donc, bien retenir, les médicaments ne servent pas à guérir. Ils ne servent pas non plus, malheureusement, à ralentir la progression de la maladie, malgré toute la recherche qu'on a tenté de faire jusqu'à maintenant, mais bien à améliorer notre qualité de vie, à être plus confortable avec la maladie, puis soulager les symptômes, donc à atténuer. Un peu comme un rhume ou une grippe, on va prendre des médicaments pour être plus confortable avec notre rhume ou notre grippe, mais ça ne va pas faire en sorte que le rhume ou la grippe va disparaître plus vite. On va juste le vivre de façon plus confortable. C'est tout. Alors, la découverte de la lévodopa, très important. La lévodopa, c'est un médicament, puis ça, c'est ce qui me surprend le plus dans la maladie de Parkinson. C'est un médicament qui a été découvert en 1967. Et depuis 1967, rien n'a été découvert d'aussi puissant que la lévodopa. Alors, tout à l'heure, vous avez vu l'image du cerveau avec la substance noire où on disait qu'on a découvert qu'il y avait une perte accélérée des cellules dopaminergiques au niveau du cerveau. Donc, c'est dans les années 67, justement, je dis que malgré toute la recherche clinique qu'on a faite depuis, il n'y a rien qui a réussi à déloger la découverte de notre lévodopa en 1967. On a découvert des nouvelles molécules, puis on va en discuter ensemble, mais on n'a rien trouvé d'aussi puissant pour rendre le contrôle puis aussi efficace que notre lévodopa. Okay? Donc, on se retrouve avec des vieux médicaments, parce qu'avant 1967, on avait des médicaments qu'on appelle les anticholinergiques, comme le Symétrel, par exemple, le trihexyphénidil. Bon, je les nomme comme ça, puis on va en reparler plus tard. Peut-être que ce sont des médicaments que vous utilisez déjà, mais on va les lister plus tard. Mais il y avait des médicaments des années 50, des années 60. Le trihexyphénidil, c'est un médicament que mes patients utilisent encore aujourd'hui, en 2016. Alors, on a des vieux médicaments, on a donc aussi beaucoup d'effets secondaires. Alors, l'industrie pharmaceutique, aujourd'hui, ce qu'elle tente de faire, c'est, oui, essayer de trouver, avec la recherche clinique, des médicaments qui vont tenter de rendre le contrôle de la maladie plus efficace, donc atténuer encore mieux les effets secondaires. Ils vont essayer de ralentir la progression de la maladie. Ils essaient de trouver de la recherche pour ralentir la progression, bien qu'à jusqu'à maintenant, on n'a rien trouvé, mais on n'a rien trouvé vraiment d'efficace. Tout ce qu'on réussit à faire aussi, c'est de atténuer les effets secondaires avec des nouveaux médicaments qui vont avoir moins d'impact sur les effets secondaires. Okay? Mais encore là, il n'y a rien de vraiment gigantesque qui a été fait. Alors, on vit encore avec des vieux médicaments avec beaucoup d'effets secondaires. Alors, c'est là que le pharmacien va devoir vous aider au niveau de la gestion des effets secondaires. Parce que vous savez que vous avez tous les symptômes qu'on essaie de gérer au niveau de la maladie du Parkinson, mais on vous donne des médicaments pour atténuer les symptômes de la maladie,
mais on veut aussi pas trop avoir dans la balance des effets secondaires. Alors, ce que j'explique souvent à mes patients, on a comme une balance. Hein? Alors, on veut avoir une meilleure qualité de vie, on ne veut pas l'empirer au niveau des médicaments. C'est clair. Alors, si on se retrouve avec des médicaments qui vous apportent une charge avec davantage d'effets secondaires, il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions pour avoir changé notre bagage de médicaments pour améliorer votre confort et non pas pour l'empirer. Parce qu'on a dit tout à l'heure que la seule chose qu'on peut faire jusqu'à maintenant, c'est améliorer votre confort. On ne veut pas l'empirer avec nos effets secondaires. Donc, c'est très important d'être en contact avec votre pharmacien, avec votre médecin et toute votre équipe de professionnels qui travaillent avec vous pour gérer tout ça ici. OK? On va en reparler quand on va les décrire, notre famille de médicaments. Alors, notre mode d'action, comment le lévodopa fonctionne? Lévodopa, on le voit, hein, c'est dopa pour dopamine. Tout à l'heure, on a dit que la pierre centrale du traitement de nos médicaments, c'est avec vis-à-vis la dopamine. OK? Donc, ici, on voit dans le cerveau, on a une cellule neurologique dont le début de notre cellule a des récepteurs et c'est ici que notre dopamine va venir se fixer. OK? Donc, par exemple, si on donne un exemple de situation, excusez-moi, c'est en anglais, mais je vous l'explique, vous ne le voyez pas, mais bon. Ici, on a un patient atteint de Parkinson qui est assis et qui a des difficultés de mouvement à cause de son Parkinson. OK? Alors maintenant, il va avaler un médicament, le lévodopa ici. Le lévodopa, qui est le triangle, peut-être que vous le voyez un peu plus, va se rendre, il va l'avaler, il va se rendre, va traverser la barrière pour se rendre jusqu'au cerveau et il va se rendre vis-à-vis la cellule, OK? Va se transformer, il va pouvoir venir se fixer vis-à-vis la cellule dopaminergique qu'on retrouve au niveau du cerveau. Et c'est là qu'elle va agir et va transformer le mouvement, améliorer le contrôle du mouvement au niveau de notre patient atteint du Parkinson. OK? Donc, ce qui est important à retenir, c'est que notre lévodopa va agir ici. Donc, c'est comme ça que notre médicament fonctionne. Tous les autres médicaments vont agir avec des mécanismes semblables. Donc, cette cellule-là ici qui est très importante à retenir pour ceux qui ne la connaissaient pas. Ensuite, maintenant, notre dyskinésie tardive. Dyskinésie tardive, merci. La lévodopa, c'est un médicament, je disais tout à l'heure, qu'on a découvert depuis très longtemps. On n'a rien trouvé de mieux. Ça reste un bon médicament, malgré qu'il y ait quand même beaucoup d'effets secondaires. Le problème de ce médicament-là, c'est qu'après un certain temps, on retrouve des dyskinésies tardives. Tardive, ça le dit, hein, ça arrive tard dans le traitement. Dyskinésie pour des mouvements involontaires, anormaux et irréguliers. Donc, tard dans le traitement, c'est que, plus loin dans notre acétate, on vous dit que 36 de nos patients vont en développer après 4 à 6 ans et 88 de nos patients vont en développer après 9 ans de traitement. Alors, chez les jeunes patients, on va essayer comme stratégie de l'initier le plus tard possible dans le traitement. Donc, on va essayer de prendre tous nos autres médicaments qu'on a découverts plus tard, après les années 67, toutes les nouvelles stratégies de traitement, on va essayer de retarder l'introduction de notre lévodopa pour pouvoir la protéger le plus possible. Parce que ce qu'on apprend ici, c'est qu'il y a une période de notre lévodopa qui va durer peut-être, si on est chanceux, 9 ans, sans développer nos dyskinésies tardives. Si on est moins chanceux, elle va durer peut-être 4 à 6 ans sans développer nos effets secondaires plus importants. Ce que je disais tout à l'heure, dans notre balance, il faut qu'on ait plus d'avantages que de désavantages. Alors, si on est chanceux, on a un 9 ans où notre lévodopa va bien fonctionner. Alors ici, ce que ça dit, c'est que chez nos jeunes patients, on va pouvoir prendre d'autres médicaments pour retarder le début de notre lévodopa. Et ensuite, chez les personnes qui sont un peu plus âgées, 65 à 70 ans, bien là, on va le commencer plus rapidement pour être certain d'avoir une efficacité davantage chez ces gens-là. Ne vous gênez pas si vous avez des questions en cours de route pour ne pas attendre à la fin. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, c'est important ce que j'explique là pour qu'on comprenne bien. C'est clair pour tout le monde? C'est bien? Ensuite, bon, les autres médicaments. Donc, ceux qu'on va introduire chez les gens plus jeunes ou ceux qu'on va introduire en association avec le lévodopa. Donc, les agonistes dopaminergiques, ça, c'est un agoniste dopaminergique, c'est tout simplement un médicament qui va aller se fixer sur le récepteur du neurone au niveau du cerveau pour agir à la place de notre lévodopa. Ce n'est pas le lévodopa, mais c'est un médicament semblable au lévodopa, mais qui va se fixer sur le même récepteur au niveau du cerveau, au niveau des neurones du cerveau, pour avoir un effet semblable. Ils sont moins efficaces, puis ils ont plus d'effets secondaires que le lévodopa. Mais pourquoi on va le commencer? Hein? On en a parlé, parce que chez les gens plus jeunes, pour pouvoir retarder l'introduction de notre lévodopa. Parce qu'on veut protéger notre lévodopa, parce qu'il n'agit pas 50 ans de temps, il n'agit pas 20 ans de temps, notre lévodopa.
Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut tout faire pour pouvoir retarder notre introduction de ce médicament-là. Chez les gens un peu plus âgés, on va quand même l'introduire et on va possiblement les associer pour augmenter le plus possible son efficacité. OK? Pourquoi retarder la prise du lévodopa? Bien, justement, parce que je vais donner un exemple. Admettons que j'ai 40 ans. OK? Mettons, moi, on m'apprend aujourd'hui que j'ai le Parkinson. Et on me dit que le médicament le plus puissant sur le marché, c'est le lévodopa. Et on me donne le lévodopa, puis que je suis chanceux parce qu'on a dit plus tôt que 88 des patients vont avoir des dyskinésies tardives seulement après 9 ans. Donc, à 40 ans, on me donne le lévodopa. Et à 49 ans, je commence à avoir des dyskinésies tardives. Donc, à 49 ans, je me retrouve à avoir des effets secondaires importants où, dans la balance, j'ai beaucoup plus d'effets secondaires que d'avantages à utiliser mon médicament. Donc, à 49 ans, je viens déjà de perdre le médicament le plus puissant dans mon arsenal de médicaments. OK? Donc, ce qu'on veut faire, c'est prendre n'importe quoi d'autre pour pouvoir retarder le plus tard possible l'introduction du médicament le plus puissant dans mon arsenal de médicaments. Puis c'est pas réversible une fois que ça fait 9 ans que vous... Malheureusement, c'est pas réversible. Par contre, quand on a 70 ans, bien, on peut se permettre de le commencer à 70 ans en souhaitant qu'à 79 ans, on va commencer à avoir des dyskinésies tardives. Parce que c'est moins grave. On veut améliorer notre qualité de vie. À 70 ans, c'est là que c'est important aussi, bien entendu. OK, à 40 ans, on a d'autres médicaments, puis on a une résistance aussi qui va faire que nos autres médicaments vont faire qu'on va avoir quand même une bonne efficacité avec toutes les autres alternatives dont on va parler aujourd'hui. Merci. OK. Donc, dans la même famille des agonistes dopaminergiques, on retrouve le pramipexole, le ropinirole, donc le Mirapex et le Requip que vous connaissez peut-être. Et on a, excusez-moi, là, j'ai doublé mes informations. On a la bromocriptine, qui est une plus vieille molécule qu'on utilise peut-être un peu moins ou en association. Ah bien, donc, plus vieille molécule égale nécessairement beaucoup plus d'effets secondaires. Pramipexole, si on parle des années 90, fin des années 90 environ. Et rotigotine, qui est le Neupro, qui est un nouveau médicament. Et là, je l'ai souligné parce que je voulais mettre l'accent sur ça. C'est un timbre transdermique, donc c'est une patch qu'on applique. L'avantage d'une patch par rapport à un compromis qu'on va avaler, c'est que ça va nous permettre d'utiliser moins de médicaments. Donc, de plus en plus, les compagnies pharmaceutiques cherchent à trouver des alternatives autres que des compromis qu'on utilise par la bouche. Je vous explique pourquoi. C'est que quand on prend un médicament par la bouche, on doit considérer que, bon, je veux dire arbitrairement, environ la moitié du médicament qu'on utilise va se faire détruire par le foie. Le foie, c'est un organe qui détruit les médicaments, OK? Pour nous protéger. Il détruit toutes sortes de choses qu'on avale pour nous protéger, OK? Donc, lui, il ne sait pas qu'un médicament, pour quelle raison on l'a utilisé. Le foie, son objectif, c'est de nous protéger puis d'éliminer les déchets. OK? Donc, quand on avale le médicament par la bouche, on considère, je vous ai dit arbitrairement, la moitié va se faire détruire. Donc, pour s'assurer que notre médicament soit efficace, on doit en mettre plus pour considérer que la moitié va se faire détruire. Si on en met plus, on a donc plus d'effets secondaires. Par contre, quand on utilise une voie alternative que la voie orale, donc quand on utilise une patch, un gel qu'on va utiliser, donc là, je ne parle pas que des médicaments pour le Parkinson, donc il y a des voies alternatives, par exemple, bon, il y en a différentes sortes, donc là, ici, on parle du timbre. Il ne va pas passer par le premier passage au foie. Donc, on va pouvoir mettre moins de médicaments parce qu'il n'ira pas se faire détruire la moitié au foie. Si on met moins de médicaments, moins d'effets secondaires. OK? Et l'autre avantage aussi, c'est que si on met une patch, il va y avoir une espèce de matrice qui va permettre aux médicaments de se distribuer graduellement sur 24 heures. OK? On va expliquer plus tard pourquoi c'est important, cette distribution graduellement sur 24 heures. Et vous allez comprendre que ça nous permet d'éviter de gérer d'une certaine manière nos dyskinésies tardives. OK? Bon, l'autre famille de médicaments, c'est nos inhibiteurs du métabolisme de la dopamine. Bon, c'est un langage complexe, mais je vais essayer de vous le vulgariser. Dans notre corps, je vous expliquais un exemple de notre foie qui est, l'objectif, c'est de métaboliser, d'éliminer notre médicament, par exemple, notre dopamine, de métaboliser la dopamine. Ce qu'on veut, un inhibiteur, c'est de bloquer l'élimination de la dopamine. Donc, en le vulgarisant comme ça, on comprend que si on bloque l'élimination de la dopamine, on va augmenter notre dopamine. Si on augmente notre dopamine, on se rappelle tout à l'heure de mon récepteur, on va pouvoir mieux se fixer vis-à-vis de tous les petits récepteurs sur mon neurone au niveau du cerveau, puis on va améliorer notre contrôle de mes mouvements.
Alors ici, ben, c'est ce que j'explique. Alors, on va avoir, par exemple, les inhibiteurs de la COMT, le CONTA. OK? La COMT, ça, c'est l'enzyme, justement, qu'on veut bloquer. L'antacapone qu'on retrouve dans le CONTA. Alors, ici, on va éviter de détruire notre lévodopa. Donc, il faut nécessairement que notre CONTA soit associé avec le lévodopa pour protéger notre lévodopa. OK? Donc, le médicament CONTA, lui, il permet d'éviter de détruire notre lévodopa, qui, lui, va se retrouver à ce moment-là plus concentré, plus efficace. OK? C'est le CONTA. C'est un patient qui va utiliser le CONTA. Et par la suite, le Stalevo est arrivé sur le marché. Donc, certains d'entre vous, probablement, utilisent le Stalevo. Stalevo, c'est un médicament qui contient du CONTA et du lévodopa en même temps à l'intérieur du même comprimé. OK? Là, je fais une petite parenthèse. L'industrie pharmaceutique, elle est là pour différentes choses. L'industrie pharmaceutique, elle est là pour vous aider, vous, à améliorer votre observance, à améliorer l'usage de vos médicaments pour vous aider à prendre moins de médicaments, pour que ce soit plus facile pour vous à respecter la façon de prendre vos médicaments. OK? Elle est là, de notre côté aussi, pour trouver de nouvelles stratégies pour faire plus d'argent. Là, je suis filmé, il faut que je fasse attention à ce que je dis pour pas que j'aie des poursuites, mais c'est quand même un état de fait. L'industrie, elle est là pour, lorsque le CONTA, son brevet, va venir à échéance, on veut trouver des stratégies pour que notre médicament original sur le marché par l'industrie pharmaceutique puisse vivre plus longtemps, pour continuer à faire de l'argent plus longtemps au niveau de l'industrie pharmaceutique. Alors, l'industrie va être gagnante parce qu'on se retrouve avec un nouveau médicament plus récent sur le marché, où l'industrie va pouvoir continuer à être lucrative. Mais ce qui est bien ici, c'est qu'on se retrouve quand même avec un médicament où le patient est gagnant, avec plus de médicaments dans le même comprimé. Ça va être plus facile pour vous, vous allez avoir moins de comprimés à avaler. On a aussi le médicament Azilect. L'Azilect, lui, c'est un inhibiteur de la MAO-B. La MAO-B, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va bloquer le métabolisme de la dopamine. OK? Donc, le CONTA, lui, il va bloquer le métabolisme du lévodopa, alors que l'Azilect, lui, il va bloquer le métabolisme de la dopamine. Donc, si on bloque l'élimination de la dopamine, on se retrouve avec plus de dopamine. Donc, Azilect, il y a des questions qu'on voulait me poser plus tard, mais c'était une des questions à laquelle on répond ici. Ça nous permet d'augmenter notre concentration de dopamine, avoir plus de dopamine sur nos récepteurs, un meilleur effet sur nos mouvements, une meilleure efficacité. Okay? Donc, c'est comme ça que notre Azilect fonctionne. Donc, lui, il peut fonctionner en principe, puis il pourrait fonctionner sans lévodopa. Par contre, le CONTA doit fonctionner avec le lévodopa. Évidemment, s'il n'y a pas de lévodopa, le CONTA, en principe, ne fonctionnera pas. Parce qu'il, lui, il évite l'élimination de notre lévodopa. OK? Est-ce que c'est clair? C'est ça. Ici, je ne voulais pas faire de vous des pharmaciens, mais c'est important pour vous de comprendre comment votre médicament fonctionne. C'est la base, mais c'est des choses qui sont importantes. On a la Mantadine, qui est un très vieux médicament, mais qu'on utilise encore à l'occasion. Peut-être que certains d'entre vous utilisent ce médicament-là. Je ne vais pas élaborer davantage parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, parfois des médicaments dont on ne connaît pas trop le mécanisme, mais je l'écris ici sans trop aborder le sujet. Si vous avez des questions plus tard, on pourra en parler. Et on a la très vieille famille, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Avant 1967, c'était principalement les anticholinergiques qu'on utilisait avant l'arrivée de toute la classe, de tout ce qui fonctionnait vis-à-vis de la dopamine. Parce que vous regardez ici, hein, je vous ai dit qu'en 1967, la recherche est arrivée vis-à-vis la dopamine, donc les agonistes dopaminergiques, les inhibiteurs du métabolisme de la dopamine, notre amantadine, puis les anticholinergiques dans les années 60. Donc ici, on a la procyclidine, qui est notre kémadrin, notre benztropine, puis notre trihexyphénidyl, qui sont encore utilisés malgré la charge d'effets secondaires qu'on retrouve avec ces médicaments-là. OK? Bon. Maintenant, expliquer les dyskinésies. Un médicament, peu importe le médicament, là, tous les médicaments qui existent sur le marché, quand on avale un médicament, ça ici, c'est la courbe dans le temps, et ça, c'est la concentration du médicament. Alors, à partir du moment où je l'avale, il augmente en concentration et ensuite, il diminue. OK? Alors, au tout début, le médicament, il n'est pas concentré du tout à l'intérieur de nous. On n'en a pas absorbé. Et là, il y a une concentration élevée, on se retrouve avec beaucoup d'effets secondaires. Et plus le temps avance, plus le médicament s'élimine, puis moins il agit, plus on se retrouve avec les effets de la maladie qui reviennent. Alors, au début, on a des effets de la maladie. Et si on se retrouve avec beaucoup de médicaments, on se retrouve avec des effets secondaires du médicament. Puis plus le temps avance, plus la maladie revient, puis recommence à faire ses symptômes. Donc, grosso modo, un médicament va agir comme ça. OK? Alors, retenez cette image-là. À l'acétate suivante, on va comprendre qu'on risque d'avoir des dyskinésies de début de dose
ou de fin de dose en fonction de comment le médicament va agir. Alors, au début de dose, vous vous rappelez de la courbe, on va avoir des troubles de mouvement en début de dose parce que le médicament n'a pas encore agi suffisamment, ou en fin de dose parce que le médicament n'agit plus autant qu'on le voudrait, ou des dyskinésies de milieu de dose parce que le médicament agit plus qu'on le voudrait, ou c'est selon la concentration. Et les dystonies de période off, bon, c'est des troubles du mouvement également, mais lorsque le médicament n'agit plus. Les périodes off, c'est lorsque le médicament n'agit plus du tout entre les doses qu'on va prendre. Parce que là, quand on vous fait prendre des médicaments 4 fois par jour, ou 5, 6, 7 fois par jour, bien, ça commence à faire beaucoup. Il s'agit on veut éviter de vous en faire prendre indéfiniment de ces médicaments-là. Mais quand même, entre chacune des prises de médicaments, il se retrouve à avoir des périodes, parfois, où il n'y a plus de médicaments, puis on se retrouve en période off, où on n'a plus d'effet du médicament. On se retrouve en dystonie. OK? Alors, ce que j'expliquais plus tôt, il existe plusieurs technologies de médicaments qui servent à réduire les effets secondaires, comme par exemple le Sinomètre CR. CR pour Control Release. On veut avoir une libération contrôlée dans le temps pour éviter justement la courbe. On va contrôler notre courbe. Alors, au lieu que ce soit un pic, j'aurais pu mettre une autre acétate avec une courbe de Control Release, mais notre courbe va être beaucoup plus contrôlée dans le temps. Alors, au lieu d'avoir un pic très haut, puis ensuite très bas, on va avoir une courbe beaucoup plus contrôlée dans le temps. Donc, ce qui nous permet justement d'avoir moins d'effets par rapport à nos dyskinésies de début de dose, de fin de dose. Notre pic va être moins élevé, alors nos milieux de dose vont être mieux contrôlés, puis on aura moins de dystonie de période off parce qu'on va pouvoir chevaucher nos courbes au lieu d'avoir juste des petites courbes comme ça. On va chevaucher nos courbes, on va se retrouver avec quelque chose qui est beaucoup moins vagueux, hein, beaucoup moins de vagues importantes dans l'association de nos doses. Le Neupro dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une TEMP 24 heures. Donc, si on a un médicament qui agit pendant 24 heures, il va être beaucoup plus stable dans le temps. On a notre matrice qui est sur nous, qu'on applique sur soi, et qui libère le médicament graduellement sur 24 heures. Après 24 heures, à la limite, il peut en rester encore. Mais on l'enlève et on en remet une autre qui recommence à agir. Alors, on a un contrôle beaucoup plus soutenu dans le temps. OK? Et aussi, il existe une pompe de gel Duodopa. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est de nouveaux produits, mais c'est une pompe qu'on installe au niveau du système digestif, au niveau de l'intestin, et qui va libérer le Duodopa, hein, qui est encore une fois le Levodopa, si vous voulez, et qui va aller libérer le médicament graduellement, de façon constante. OK? Donc, l'objectif de ça, ce n'est pas nécessairement voulu pour tout le monde. Parce qu'on peut réaliser que si on les introduit trop tôt dans la maladie, on ne veut pas développer non plus de dyskinésie tardive, parce qu'on veut protéger. Ça, c'est le Sinomètre, c'est de la Levodopa, et notre Duodopa également. Donc, on ne veut pas introduire ces technologies-là trop vite dans la maladie pour éviter justement de développer nos dyskinésies tardives. On va les servir plus tard, lorsqu'on a avancé dans la maladie et qu'on commence à perdre le contrôle de notre maladie à cause de nos dyskinésies, justement. Donc, c'est important de faire confiance à votre neurologue qui va permettre d'introduire ces médicaments-là au bon moment. Okay? Donc, mais par contre, ça vous permet de comprendre quel genre de médicament que ça fonctionne. Le Neupro aussi contient de la Levodopa, si je comprends. Non, le Neupro, ce n'est pas de la Levodopa. Si on revient, les acétates antérieurs, si tu veux bien, Gabriel, on peut revenir encore. On va aller le montrer, expliquer le mécanisme comme il faut. Oui, ici. Donc, c'est un agoniste dopaminergique. Donc, il va fonctionner sur le récepteur un peu comme la Levodopa. C'est comme un imitateur de Levodopa. Donc, il va se fixer au niveau du neurone dopaminergique, mais comme pour imiter. Alors, il y a beaucoup de recherche pharmaceutique qui est faite pour ça. Par exemple, pour arrêter de fumer. Alors, on sait qu'au niveau du cerveau, la nicotine va se fixer au niveau du cerveau, au niveau des neurones. Il y a le médicament Champix qu'on connaît, mais il va se fixer au niveau des mêmes neurones que la nicotine pour imiter la nicotine. Alors, on n'est pas obligé de se servir de la nicotine, on va prendre un imitateur de nicotine. Le Neupro, c'est un peu la même chose. Le Pramipexole puis le Ropinirole, c'est la même chose. Donc, c'est des imitateurs de dopamine ou de Levodopa. Okay. Alors, ce qui est important de se rappeler, votre travail à vous. Ici, je vous explique pourquoi c'est important de faire confiance à votre neurologue. C'est important aussi de comprendre que aujourd'hui, je vous renseigne, vous allez comprendre, puis les gens se renseignent beaucoup, ils prennent des notes, vont voir leur neurologue, puis disent « Monsieur, madame, j'ai appris telle information, j'aimerais qu'on me prescrive une pompe de gel de Duodopa. J'aimerais qu'on me prescrive du Neupro. » Vous pouvez questionner votre neurologue, lui demander
qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ce serait pertinent pour moi? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais de demander à votre neurologue, j'aimerais que vous me prescriviez tel médicament, c'est un peu indélicat. Il faut d'abord lui faire confiance, de savoir que lui a toute une expertise derrière lui, des études, des années d'études, puis il y a une évolution aussi beaucoup plus large que la mienne au niveau de la maladie. Alors, ce que ça vous permet de faire, ça vous permet de savoir où on est rendu dans la recherche. Ça vous permet de vous situer, vous, au niveau des médicaments que vous utilisez. Okay? Et de comprendre, si jamais on vous prescrit quelque chose, de savoir où vous vous situez, justement. Mais ça ne vous empêche pas de lui poser des questions si ça ne pourrait pas vous être utile. Puis ça va lui faire plaisir, certainement, de vous répondre par rapport à ça. Okay? Donc, ce que je disais tout juste avant, l'important, c'est votre travail à vous, c'est d'être observant à vos médicaments. Okay? Et vous n'avez pas tout le temps le contrôle non plus sur ça, mais il y a parfois des infirmières ou des gens qui vont vous aider à recevoir vos médicaments. Mais c'est important de trouver des solutions pour les encourager à bien vous administrer vos médicaments aux bonnes heures. Ça, c'est extrêmement important. Parce que si on retarde trop tard la prise du médicament, c'est là qu'on va se retrouver en période off, sans médicament, où les symptômes de la maladie vont revenir. Et là, on va se retrouver bien mal pris parce que la maladie va revenir. Temporaire, on va être inconfortable. OK? Donc, important de s'organiser à être observant à vos traitements. Donc, l'acétate suivante, comme on vous avait montré, bon, là, excusez mon image, je ne suis pas très habile avec... mon garçon trouvait ça très drôle, mais bon, voilà. Ce que je vous montre, c'est un panier de médicaments avec des fioles différentes que vous pourriez prendre le matin, à ouvrir chacune des bouteilles, puis à risquer d'oublier parce que, bon, je vais ouvrir une bouteille ici, je vais ouvrir la deuxième, la troisième, puis là, je me dis, OK, est-ce que j'ai ouvert la première? Est-ce que je les ai pris? Il y a des risques de mélange. Bon, ces mélanges-là, c'est une question organisationnelle, on risque de se tromper. Et il y a aussi, justement, une question de sécurité. On risque de se tromper, on risque de prendre 2 fois le même médicament, on risque d'en oublier un. Alors, c'est une gestion qui peut devenir lourde puis qui peut devenir insécurisante également. OK? Alors que le pilulier ici, qui est préparé par la pharmacie, qui peut être préparé par vous-même avec des boîtiers faits maison, mais ici, c'est un service qui est fait par la pharmacie, tout fait, qui est un service hebdomadaire ou si vous avez des assurances privées qui peut être faite sur une période plus longue. Et vous n'avez qu'à prendre uniquement la case du matin, puis de façon sécuritaire l'utiliser, puis c'est simple comme bonjour. Okay? L'autre technique aussi que vous pouvez faire, c'est détacher complètement votre moment de prise du matin, aller la placer à un endroit stratégique dans la maison. Comme moi, par exemple, le matin, je me réveille, je n'oublie jamais, c'est religieux pratiquement, je pense à prendre mon café. Je m'ouvre les yeux, je pense à mon café. Alors, ce que je ferais, c'est que je prendrais toute la rangée ici, j'irais la mettre devant ma machine à café pour m'éviter d'oublier de prendre mon café. Non, pour m'éviter d'oublier de prendre mon médicament. Alors, je commence par prendre mon médicament, puis ensuite, je prends mon café. Parce que sinon, je vais oublier de prendre mon médicament. Alors, je vais passer à mon café, je vais tasser mon médicament, puis je vais faire autre chose. Donc, c'est la technique à faire. Excusez l'expression, je suis filmé, là, mais je vais être vulgaire. Il faut s'enfarger dans le médicament pour penser à le prendre. Sinon, on l'oublie. Donc, c'est important de se donner des outils pour ne pas s'ajouter une tâche supplémentaire dans la journée à faire. Okay? La deuxième, même chose, on la détache, on la met quelque part dans la journée où on va se situer. La troisième, au souper, on la met quelque part où on va être. Et au coucher, par exemple, on l'attache avec la brosse à dents. On prend notre médicament puis on brosse nos dents après. Donc, c'est des petites techniques comme ça qui peuvent nous donner un coup de main pour faciliter notre vie puis nous alléger nos tâches à penser tout le temps, OK, est-ce que je vais oublier de prendre mes médicaments? Bon, c'est des choses qui peuvent se produire. Bon, le pouvoir du pilulier, un coffre à outils, ça réduit les risques d'erreur, ça nous sécurise, bien entendu. Ça sécurise également toute la famille, ça sécurise le personnel professionnel qui vous aide pour vous soigner. OK? Puis, bon, évidemment, ça organise votre vie parce que, écoute, moi, dans une journée, le matin, si j'ai 20 minutes pour me préparer à partir, je ne me banderai pas à ouvrir mes 8 bouteilles pour servir mes médicaments. Une case, je parle des patients plus jeunes, s'ils sont encore au travail ou peu importe, les gens un peu plus âgés, si vous avez dans toute votre vie des choses à organiser, bien, je pense que c'est très, très pratique au niveau du pilulier. Et la gestion des prises, afin de réduire les dyskinésies, les dystonies off, bien, c'est un outil qui nous permet comme je vous expliquais plus tôt, d'éviter nos oublis ou nos retards de prise pour mieux gérer nos dystonies off. Et bon, voilà, c'est un service qui est clé en main par la pharmacie ou qui peut être fait par vous-même avec des boîtiers maison. Est-ce que c'est gratuit? C'est un service qui est couvert par l'Assurance médicaments du Québec lorsque les patients sont éligibles, les gens qui sont assurés par la carte d'assurance médicaments pour le gouvernement. Donc, généralement,
on peut relativement être éligible lorsqu'on a certaines conditions à respecter. Donc, c'est le pharmacien qui va évaluer votre condition. Donc, généralement, les gens qui sont atteints du Parkinson, à cause des tremblements qu'on va avoir, il y a des risques d'échapper les médicaments, il y a des risques associés à cause de la condition en tant que telle. Donc, déjà en partant, c'est une condition qui est rencontrée. Donc, je pense que c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, mais ce n'est pas tout le monde qui est éligible nécessairement au service de mise en pilulier par la pharmacie. C'est déterminé par le pharmacien. C'est le pharmacien qui... Il n'y a pas une prescription du neurologue. Bien, le neurologue peut le recommander. C'est clair que si le neurologue le recommande, c'est parce qu'il y a un besoin quelque part. Mais selon les recommandations de la Régie d'assurance maladie du Québec, ça reste le pharmacien qui évalue la condition, le besoin du pilulier. Oui, oui, madame. Le pilulier, avant, il le donnait à tous les mois. Là, il faut aller le chercher à toutes les semaines. C'est nouveau, ça. Mais c'est une bonne question. En fait, c'est pas nouveau. Ça a toujours été hebdomadaire. Il y a eu des écarts de conduite. Comme moi, j'explique à des clients, des patients, il y a des gens qui décident de passer sur la lumière rouge. Il y a parfois des gens qui se font prendre. À partir du moment où tu te fais prendre, tu décides de ne plus passer sur la lumière rouge. C'est des pharmaciens qui ne respectaient pas la consigne, qui se sont fait prendre. Bien, ils se sont mis à respecter la consigne de faire le service hebdomadaire. Pourquoi un service hebdomadaire? Bien, s'il y a des changements de médicaments, s'il y a des... en fait, c'est pour prévenir le gaspillage. C'est principalement pour ça. Mais c'est une consigne, hein? C'est une règle de la RAMQ. Pour être éligible au service de pilulier hebdomadaire, il faut aller chercher son médicament à chaque semaine ou le livrer. C'est entendu que c'est une contrainte, mais ça fait partie de la game. C'est hebdomadaire. Ça fait quand même 5 ans, on l'avait à tous les mois, on trouvait ça mode, là, le pilulier. Là. C'est vrai, mais c'est hebdomadaire. Mais on pensait que c'est depuis le docteur Barrett. Là. En fait, le docteur Barrett a mis les points sur les i, puis certains pharmaciens qui ne respectaient pas la consigne, bien, ils se sont fait pincer. Ils se sont dit, bien, on n'a pas le choix de respecter la consigne maintenant. Là. On va arrêter de passer sur la lumière rouge. Oui, voilà. OK? Donc, associé à des aides-mémoire, j'en ai parlé aussi. Par exemple, il peut y avoir des sonneries préprogrammées pour nous aider à... C'est bien beau avoir un pilulier, mais si on oublie de prendre notre pilulier, bien, on n'est pas avancé. Attaché à des habitudes de vie, on en a parlé rapidement aussi. Sinon, bien, il y a des rappels qu'on peut avoir pour nous faire penser à prendre nos médicaments, des prises en charge. Bon, moi, je viens du réseau Jean Coutu, je suis né dans le réseau Jean Coutu. Donc, sur les sites Internet des bannières avec lesquelles vous travaillez, avec lesquelles vous visitez, c'est Uniprix ou Pharmaprix que je connais moins, mais ils ont certainement des sites Internet aussi qui peuvent avoir des choses extraordinaires. Les dossiers santé de Jean Coutu, il y a des belles choses que vous pouvez voir à l'intérieur. Vous pouvez avoir des espèces de plateformes santé pour pouvoir vous prendre en charge, faire des suivis de vos tensions artérielles, faire des renouvellements automatiques à l'intérieur. Bon, c'est sûr que si vous avez le pilulier, mais si vous n'avez pas le pilulier, bien, ça peut être autre chose. Vous pouvez faire vous-même le contrôle de vos renouvellements. Donc, ça reste quand même intéressant pour aller programmer des rappels pour vous faire penser à prendre vos médicaments. Donc, c'est un exemple, par exemple, qui peut être fait ici. OK? Alors, l'approche multidisciplinaire, parce que les médicaments sont limités, puis il n'y a pas que des médicaments. C'est important aussi de bien comprendre que, comme je disais tout à l'heure, on se retrouve avec des vieux médicaments, mais on a d'autres choses aussi qu'on doit penser. On a votre médecin neurologue qui est là pour prescrire des médicaments, mais pour gérer, parce que c'est votre chef d'orchestre. On a votre infirmière. On a le physiothérapeute. Parce que qu'est-ce qui peut aussi améliorer votre qualité de vie? Il y a l'exercice. Bon, tout à l'heure, on me présentait comme quoi je parrainais l'événement depuis 6 ans maintenant, de l'événement Défi Vélo Parkinson. Bien, on sait que l'exercice, ça améliore la qualité de vie. Tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait rien d'autre que en fait, le médicament ne pouvait pas ralentir la progression de la maladie, uniquement améliorer la qualité de vie. Mais on sait que l'exercice peut également améliorer la qualité de vie. Donc, c'est important de trouver moyen, avec l'aide de votre physiothérapeute, de continuer de bouger. La nutritionniste va vous aider à gérer votre alimentation. OK? C'est important, ça peut faire une différence parce qu'on sait que la lévodopa, par exemple, c'est une protéine, la lévodopa. Si on la prend en mangeant, il va y avoir une espèce de compétition entre la protéine de votre nourriture puis la protéine de lévodopa pour se fixer sur les récepteurs au niveau du cerveau. Donc, s'il y a une compétition, peut-être que qui va gagner la compétition, c'est peut-être la protéine que vous aurez mangée. La lévodopa va être moins efficace. Alors, on demande à prendre notre lévodopa à jeun. Alors, quand on prend notre médicament à jeun, qu'est-ce qui risque d'arriver? Plus d'effets secondaires, plus de nausées. Alors, la nutritionniste, elle est là pour vous aider, de vous adapter à trouver des solutions pour gérer les nausées. Le pharmacien aussi peut vous aider à trouver d'autres solutions,
Mais ici, on parle d'une approche multidisciplinaire. C'est que l'ensemble des professionnels qui vont vous aider vont pouvoir vous apporter des solutions pour vous aider. Tout le monde, tous ces gens-là doivent se parler pour trouver des solutions. L'ergothérapeute, c'est quelqu'un qui va adapter votre vie quotidienne pour pouvoir continuer à vivre à la maison sans nécessairement se rendre dans des centres de soins prolongés. Puis le pharmacien, on est là pour vous aider à gérer les effets secondaires. On est là pour entrer en contact avec votre médecin de famille. Si on a des doses à changer au niveau de vos médicaments, augmenter ou réduire la dose, proposer des alternatives, on peut rentrer plus facilement en contact avec votre médecin de famille. Et là, sur ça, je dirais, parfois, on peut paraître très occupé. Souvent, les gens viennent nous voir, dire « Ah, je ne veux pas vous déranger », mais ne vous gênez pas pour nous en parler, sinon on prend des notes, on va s'occuper de vous. On est là pour ça. OK? C'est notre rôle. Gestion des interactions. Très important d'être fidèle à son pharmacien. Peu importe le pharmacien que vous choisissez, on vous encourage à être fidèle au pharmacien. Parce que les interactions, si vous avez choisi de prendre un antibiotique ou un médicament dans une autre pharmacie, puis que tout votre bagage de médicaments est ailleurs, bien, le nouveau pharmacien que vous êtes allé chercher votre produit, il ne saura pas les médicaments que vous prenez habituellement, puis il n'y aura pas le moyen de reconnaître les interactions qu'il pourrait avoir avec les autres médicaments. OK? Et ne vous gênez pas de parler à votre pharmacien, même si vous croyez qu'il est achalandé et vous avez peur de le déranger. Très important, avant de prendre de propres initiatives, comme par exemple, vous avez des effets secondaires, puis vous voulez arrêter un médicament brusquement. Mais il ne faut jamais cesser de médicaments brusquement. Certains d'entre eux pourraient exacerber la maladie, faire des choses qui pourraient être plus dommageables que ce que vous croyez en tant que tel. Donc, gardez contact avec vos pharmaciens, ne vous gênez pas pour lui en parler, il est là pour vous aider. OK? Alors, voilà, cette étape suivante, bien, on vous invite, on roule pour vous, hein? Pour la Société Parkinson, en fait, le Parkinson Québec, pour le défi vélo. Alors, je voulais faire ma petite conclusion pour notre implication avec mes enfants. Voilà. Merci beaucoup. Alors, période de questions. Pourriez-vous expliquer un petit peu plus la mantadine? Parce que je sais que c'est un médicament qui est pris depuis longtemps pour certains, là, puis on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça influence sur le Parkinson. Oui, oui. C'est une bonne question. En fait, je ne m'étais pas penché principalement sur la question de la mantadine. Médicament qui peut bien fonctionner, qui est une vieille molécule, qui peut bien fonctionner pour le Parkinson. Ça n'est pas du lévodopa. Ce n'est pas non, ce n'est pas du lévodopa, non, c'est un mécanisme alternatif, là. Mais je ne me suis pas penché principalement sur la mantadine parce que c'est un médicament qui est beaucoup moins utilisé. Je me suis penché sur les molécules qui sont plus utilisées aujourd'hui. La mantadine, ce n'est pas un produit qui est discontinué, qui existe encore quand même, là. Mais c'est une bonne question. Il faudrait que je me penche davantage là, sur la question. Mais voilà. Ou peut-être le moringa, là, maintenant? Oui, oui. Ben, en fait, les produits naturels, hein, on sait que les gens pensent à chercher des produits naturels parce que les produits naturels par santé sont autorisés par Santé Canada. Donc, on veut s'assurer que les produits soient sécuritaires. C'est la première chose. Moi, j'ai fait une petite recherche sur le produit. Ce n'est pas des produits qui sont vendus nécessairement en pharmacie. Moi, je suis pharmacien. Mon rôle, c'est de m'assurer que ce sont des produits qui soient sécuritaires. Moi, honnêtement, je n'ai rien contre à la phytothérapie, hein, la thérapie par les plantes, lorsque ce sont des produits qui sont sécuritaires et lorsqu'on ne passe pas à côté du traitement principal. Okay? C'est important aussi d'être de concert avec notre chef d'orchestre. Tout à l'heure, je parlais du neurologue. Alors, il faut laisser notre neurologue faire son travail. Il ne faut pas passer, à moins qu'on fasse notre choix de façon éclairée, mais de dire, bien, moi, je veux m'occuper de mon traitement, mais il faut assumer que si on continue notre traitement comme ça, avec la médecine alternative, mais qui risque peut-être d'avoir des situations ou des complications où ça va être hors de notre contrôle. OK? Monsieur a une question? Oui. C'est par rapport aux nouveaux médicaments. Oui. Le Neupro, par exemple. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le fond? Est-ce qu'il va être bientôt remboursé par la RAMQ? Si vous savez ça? C'est une bonne question. Je vais juste conclure avec madame par rapport à la phytothérapie. Moi, je n'ai rien contre à la phytothérapie pour certaines situations. Par exemple, la gestion de la douleur. Gestion de la douleur, on va avoir beaucoup de médecines alternatives qui vont être utilisées. Mais je reste quand même sceptique par rapport à la molécule dont on parle ici, le moringa, le super moringa, je crois. Tant qu'on reste en sécurité, tant qu'on reste de concert avec notre neurologue est d'accord, tant qu'on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, j'ai pas d'objection. Mais je reste quand même très sceptique par rapport à ça. Hein. Tant que les études cliniques sont là pour démontrer de l'efficacité. Puis, si on voit qu'il y a de l'amélioration dans notre état, bien, ça va, mais il faut rester quand même très prudent par rapport à ça. Juste un complément à la médication. Oui,
à fait. Si on voit une amélioration, ça va. Puis il faut vraiment faire attention parce que de façon populaire, ce que j'explique à ma mère souvent, c'est la pensée populaire versus la pensée scientifique. La pensée scientifique, on va prendre 1000 patients, on va regarder les résultats qu'on va avoir chez les 1000 patients versus les 1000 autres patients qui n'auront pas reçu le même traitement. Ça, c'est des études scientifiques. Alors, parmi les 1000 patients qui vont avoir reçu le traitement, ce n'est pas tout le monde qui va avoir l'amélioration. Alors, on va aller mesurer les écarts scientifiques, hein, les différences scientifiques entre la population qui en ont pris et la population qui n'en a pas pris. Alors que la pensée populaire, on va avoir beaucoup de vidéos sur Internet de gens qui vont avoir pris le Super Moringa, puis on va avoir une belle personne qui prend le Super Moringa puis qui va dire « Moi, je prends du Super Moringa et je suis atteint du Parkinson et j'ai eu de l'amélioration. Regardez comment je vais bien. C'est super. Allez en acheter. » Bien, ça, c'est une pensée populaire et c'est pas, dans mon avis à moi, vendeur, parce que c'est pas scientifique comme donnée. C'est pas parce qu'une personne a fonctionné que les 1000 autres, ça va fonctionner non plus. C'est pour ça que je dis qu'il faut rester prudent, puis il faut pas s'emballer trop vite. Il faut rester prudent et rester en communication avec notre neurologue. C'est bon? Oui. Pour les symptômes non moteurs qu'on connaît peut-être moins, comme le manque de sommeil, la dépression et l'anxiété, est-ce que les médicaments antidépresseurs, anti-anxiolytiques sont compatibles avec ceux du Parkinson? Oui, tout à fait. C'est important parce que les symptômes non moteurs font partie intégrante de la maladie de Parkinson. Hein? Alors, c'est quelque chose qui est important à comprendre, comme la dépression, par exemple. C'est un volet important de la maladie de Parkinson. Donc, c'est la gestion de la douleur, par exemple. Si on parle de la douleur, bon, ça peut être alternatif, la dépression. Le Parkinson, bien, la dépression vient tout de suite attachée avec la maladie de Parkinson. Donc, tout ce qui est les symptômes non moteurs dont vous parlez, effectivement, c'est compatible avec la maladie. On peut traiter les deux à la même fois. Ah, tout à fait. C'est important. C'est important, puis ça va aider à améliorer notre qualité de vie. Parce que si on n'aide pas à un, bien, ça peut nuire aux symptômes de l'autre. En effet. C'est bien. Pour terminer à votre question pour le Neupro, vous savez, il y a toujours un groupe de pharmaciens à la Société, à la Régie d'assurance maladie du Québec pour évaluer la pertinence d'amener un nouveau médicament. Ils vont évaluer les coûts-bénéfices à introduire un nouveau médicament sur le marché. Alors, pourquoi ça pourrait être intéressant? Mais c'est eux qui vont juger si ça vaut la peine de le payer. Mais malgré admettons qu'ils refusent, mais le médecin peut quand même faire une demande de patient d'exception ou une demande de, si jamais c'est autorisé, comme médicament d'exception. OK? Donc, il y a toujours moyen de contourner les choses si le neurologue croit que là où on est rendu, le Neupro pourrait être un médicament intéressant. Et là, je fais une petite parenthèse parce que malgré que le Neupro soit un médicament dispendieux, aujourd'hui, on est rendu avec des médicaments extrêmement dispendieux au Québec, avec les médicaments biologiques. On peut se retrouver avec des médicaments qui peuvent valoir jusqu'à 100 000 par année pour certains traitements, oui, d'arthrite rhumatoïde ou de maladie de Crohn, par exemple. Alors, le gouvernement se retrouve à avoir des budgets là, faramineux. Hein. Déjà, aujourd'hui, on a la moitié du budget des impôts que vous payez. La moitié, ça va au système de la santé. Alors, si on ne veut pas que ça devienne exponentiel, il faut gérer ça. Là. Alors, c'est pour ça qu'il y a des comités à la Régie d'assurance maladie pour s'assurer qu'on ne paye pas n'importe quoi. Là, je ne dis pas que le Neupro, c'est n'importe quoi, mais il se penche sur la question, effectivement. OK? Les génériques versus les médicaments originaux, est-ce que c'est vraiment la même chose? Bien, écoutez, vous posez la question à un pharmacien. Moi, je pense que, effectivement, les médicaments génériques, c'est une façon intelligente de faire économiser l'État. Okay? Là, on parlait de M. Barrette tout à l'heure. M. Barrette, c'est quelqu'un qui a du front. Hein? C'est quelqu'un qui prend des décisions. Puis, bon, on peut le critiquer, mais parfois en politique, il faut quelqu'un qui a du front pour avancer, parce que sinon, on se fait freiner par les syndicats. Puis, encore une fois, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que je ne veux pas faire péter mes pneus. Hein? Mais bon, alors, donc... Non, c'est ça, mais effectivement. Donc, ce que je pense des génériques, c'est que c'est un médicament qui est assuré par Santé Canada, tant au niveau du générique que de l'original. Donc, Santé Canada va vérifier que la qualité de la matière première soit identique et que le dosage soit identique. Il va s'assurer que l'industrie pharmaceutique, tant au niveau chez les génériques que chez les originaux, qui respectent des normes de production similaires. OK? Bon, parfois, chez certaines compagnies novatrices, chez certains originaux, ils vont se doter de normes supérieures. Mais de façon générale, Santé Canada est là pour superviser, pour qu'on ait des normes de qualité de base pour peu importe qui va produire des médicaments. Donc, on est en sécurité avec les médicaments génériques. Puis, je pense que c'est une belle façon intelligente d'économiser. Ouais. Beaucoup moins dispendieux. Beaucoup moins dispendieux. On est au quart du prix, là. Hein? Puis pas parce que c'est de moins bonne qualité, parce que dans les compagnies génériques, on ne paye pas pour la recherche. Ils sont là pour produire des médicaments. Point final.
OK? Donc là, quand on parle du Neupro, par exemple, pourquoi Neupro va coûter si cher? Bien, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé pour produire ça. Et quand le brevet va venir à échéance, bien là, la recherche va être terminée, puis on va avoir fini de financer la recherche, bien, les médicaments génériques vont être beaucoup moins chers parce qu'ils n'auront pas la recherche à financer. C'est pour ça que les génériques sont moins chers. Oui, monsieur. Mon neurologue me dit que le Zilec, c'est comme un transporteur de Levodopa pour le Stalevo. Oui. Bien, si on veut, là, effectivement, ça travaille. Bon, moi, tout à l'heure, je parlais d'un imitateur de dopamine. Ça peut travailler en collaboration avec votre Stalevo. C'est complémentaire avec le Stalevo. C'est pas de la Levodopa. C'est pas de la Levodopa, parce que dans votre Stalevo, vous avez du Levodopa. Stalevo pour Levodopa. Hein? Donc, le Zilec, c'est quoi, là? La Zilec, c'est un imitateur de dopamine. Donc, il se fixe sur les récepteurs de dopamine. Donc, par différents mécanismes, on essaie de stimuler votre récepteur de dopamine. Donc, en imitant la dopamine, puis la Levodopa, elle, que vous avez dans votre Stalevo, bien, il va aller stimuler en même temps les récepteurs de dopamine. Dans votre Stalevo, vous avez du Contant aussi. Tout à l'heure, on expliquait que lui, il bloque l'élimination de la Levodopa pour augmenter la concentration de Levodopa pour aller stimuler encore plus notre récepteur de dopamine. Quand je prends le Zilec, j'ai quasiment de la dyskinésie. C'est normal? Oui. Bien, écoutez, c'est sûr que si on parle plus de questions plus spécifiques, on pourra en reparler après. Je vais avoir du temps après pour en reparler. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Vous avez parlé tantôt de l'avenir des médicaments à relâche contrôlé, oui. Sur le temps. Quel est l'avenir? Est-ce que ça s'en vient vraiment, majoritairement, les médicaments vont être comme ça? Ou, Bien, on appelle ça la famille en fait, la recherche dans la galénique. La galénique, il y en a beaucoup de recherches qui est faite par rapport à ça, mais on ne va pas nécessairement tout le temps en donner parce que si on en donne trop vite dans la maladie, on a peur que ça développe des dyskinésies tardives. Donc, on continue quand même à administrer des médicaments plusieurs fois par jour. Puis là, on regarde comment ça va, comment ça évolue, puis si la maladie est avancée, puis commence à pas perdre le contrôle, mais comment le neurologue voit évoluer la maladie. Puis là, on va introduire du cinémètre CR ou on va introduire des médicaments à contrôle plus soutenu dans le temps, en tant que tel. Alors oui, ils font de la recherche, mais là où je pense qu'on doit introduire la recherche, c'est dans les nouvelles molécules pour essayer de battre notre Levodopa. C'est là qu'on doit trouver de la recherche. On veut trouver des médicaments qui vont réduire la progression de la maladie. On veut stopper la progression de la maladie, comme pour l'Alzheimer ou la Risperdal qu'on connaît peut-être. Lui a réussi à stopper la progression de la maladie. C'est peut-être mineur, mais on a réussi à trouver des choses au niveau de l'Alzheimer qu'on n'a pas encore trouvées au niveau du Parkinson, qui est dommage tant qu'à moi. Oui, Jeannette. Oui, mais monsieur ici. Tu finis ta liste, je trouve. Ah, je vais être là après, ça va me faire plaisir. Il reste environ 5 minutes. 5 minutes, bien sûr. Pour faire suite à la question, je vais faire du pouce. Oui. Justement, pour faire suite au Levodopa, les nouvelles recherches qui ont eu sur le... Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles recherches qu'il y a eu sur la production de cellules qui mimiquent les neurones du cerveau, donc à partir de fibroblastes? Je ne sais pas si vous avez vu, c'est la nouvelle recherche, donc ce qui s'en vient... C'est une bonne question. Okay. C'est une bonne question. Je pourrais faire la recherche là-dessus puis vous revenir plus tard. Mais je ne suis pas assez calé pour vous répondre. Je suis honnête, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez une question pour moi? Sur le film général, oui. Moi, ça fait environ un mois que je commence à prendre la médication. Alors, religieusement, je suis sur mon iPad, j'ai de l'alarme, j'en prends 1 minute. Qu'en est-il des voyages? Disons, je comprends que tu t'en vas faire un tour en Calgary, c'est une 2 heures, tu t'en vas en Asie, en Inde, c'est l'autre côté de l'horloge. On fait quoi? On s'adapte toujours à l'heure locale ou une autre façon? C'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, on me demande ici que quand on fait des voyages, que du décalage horaire, comment on gère l'adaptation de nos prises de médicaments. OK? Là, il y a une chose qu'on doit se rappeler aussi, c'est qu'au niveau du Parkinson, quand on dort, on n'est pas nécessairement affecté par les symptômes de la maladie. Avez-vous remarqué ça? Hein? Bon, alors, on peut avoir une pause au niveau de l'adaptation de nos horaires quand on est en sommeil où on va retarder la prise des prochains médicaments. Donc ça peut nous donner un truc. Mais c'est quand on va revenir à prendre des médicaments plus tôt, les fois suivantes. Donc ça peut être une façon qui peut être faite pour s'adapter au niveau de nos médicaments. Donc il y a une facilité qui peut être faite peut-être à cet égard-là. Mais sinon, ça va être difficile de garder un horaire régulier quand on dort, de se donner des alarmes pour se réveiller, pour pouvoir prendre notre médicament malgré ça, ou de retarder graduellement nos horaires, puis de s'adapter avec nos horaires de façon graduelle pour pouvoir arriver à un horaire plus régulier. Mais moi, je profiterais du sommeil pour pouvoir le retarder plus tard à notre horaire suivant. Moi, par exemple, en Inde, on s'entend carrément à 24-12 heures de... On vit
Mais là, probablement qu'on risque, si on est debout plus longtemps, bien, on risque de devoir prendre plus de doses dans une journée, probablement, là, pour pouvoir rester soutenu, puis surtout pour un voyage où on doit rester efficace. On ne peut pas devenir, entre guillemets, handicapé pendant notre voyage. Là. On doit voyager là, dans l'avion, puis donc probablement qu'il risque d'avoir des doses supplémentaires dans notre journée qui est plus longue en tant que telle. Donc, sûrement c'est la manière qu'on va fonctionner, effectivement. OK. Oui? Pharmacien, peux-tu changer la posologie de si on prend 75 mg, est-ce qu'on peut avoir un pharmacien, est-ce qu'on peut le réduire à 50? C'est une bonne question. En fait, on me demande si le pharmacien a le pouvoir d'adapter la dose d'un médicament. Depuis juin, le pharmacien, avec la loi 41, peut adapter la dose d'un médicament en collaboration avec le médecin. Donc, on peut avoir, avec un cadre précis, avec des ajustements très stricts. OK, on peut faire ça. Sinon, on peut réduire la dose de médicaments. Admettons qu'on se retrouve avec des effets secondaires importants, des nausées, des vomissements avec un nouveau médicament qu'on vient d'introduire. Le médecin est peut-être allé un peu rapidement au niveau de la dose de lévodopa, un nouveau médicament qu'on vient d'introduire, puis on a trop d'effets secondaires. Donc oui, effectivement, on va avoir le droit de réduire la dose en attendant qu'on le rejoigne pour pouvoir s'adapter. Ou sinon, bien, au lieu d'arriver à la dose voulue à l'intérieur de 2 semaines, bien, on va le faire à l'intérieur de 4 ou 6 semaines pour s'adapter plus graduellement à votre dose. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sans l'autorisation du médecin, c'est d'augmenter la dose pour arriver à une efficacité plus rapide ou plus soutenue. Ça, on ne peut pas augmenter, mais on peut réduire la dose tout en prévenant le médecin, évidemment. Là. Mais ça, on est facilement en contact avec eux. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Parfait. Alors, on remercie M. Carbonneau pour son intéressante conférence. Merci à vous. Merci à vous.